In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission du 24 au 29 septembre 2024 en Algérie, à Béjaïa. C'est tenu la 19e édition des rencontres cinématographiques de Béjaïa, une manifestation cinoche phare dans l'univers, le paysage du cinéma algérien, mais pas que, aussi cinéma mondial. Et comme son intitulé l'indique, les rencontres, eh bien, on fait des rencontres et au gré de la programmation, on a rencontré un film étonnant qui s'appelle La Voix des autres, un film réalisé par Fatima Kassi. Fatima Kassi était présente aux rencontres, elle a parlé de son film et bien évidemment, il était obligatoire qu'elle vienne en reparler autrement peut-être sur la chaîne Microciné. Je suis très content qu'elle soit présente. Et il faut savoir que ce film-là est visible, disponible sur le site d'Arte TV jusqu'au 5 juin 2025, c'est-à-dire que vous n'avez aucune excuse de ne pas l'avoir vu. Le film est là, il existe et c'est très bien. Et pour des raisons qui lui sont propres, nous aurons la voix, mais pas l'image de Fatima, et ce n'est pas un problème. Donc, ça ne m'empêche pas de te demander comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation, Samir. Et voilà, très contente d'être ici. Je t'en prie. J'ai une question que je pose très souvent à mes invités afin un peu de voir un peu d'où ils viennent cinématographiquement parlant, et pas que finalement, c'est la notion d'image marquante. C'est une image généralement qui est associée à l'enfance et qui peut-être définirait le rapport qu'entretiendrait mon invité avec l'image sous toutes ses formes aujourd'hui. Alors, cette image marquante, ça peut être un extrait d'un film, ça peut être aussi un objet, ça peut être quelque chose que tu aurais entendu à la radio pardon, et qui se serait matérialisé en une image que tu aurais imaginée. Enfin, je ne sais pas. Mais cette image-là, peut-être aujourd'hui, elle serait la définition de ton rapport avec l'image sous toutes ses formes. Est-ce que tu l'as, cette image marquante? Ah ouais, c'est... non, je ne sais pas trop si j'ai une image marquante, hein. Je pense que j'ai plusieurs images marquantes. Mais ouais, non, je ne saurais pas trop quoi te répondre. Parce que par rapport au film La Voix des autres, on est un peu dans cette idée comme ça d'image marquante, voire même d'image manquante. Parce que pour aller très vite, le film raconte, quand on lit le synopsis, ça raconte l'histoire d'une traductrice, pardon, Rim, une traductrice tunisienne, et qui écoute, quand on lit bien le synopsis, qui écoute les récits de demandeurs d'asile. Donc il y a des témoignages qui sont assez tragiques et qui finalement ne la laissent pas neutre, qui ne la laissent pas indifférente. Et donc le film commence de cette manière-là. Et c'est pour ça que je te posais cette question par rapport à l'image que l'on devine, que l'on imagine, et quel serait pour le coup le rapport à l'image dans ce film qui met en scène des voix. En fait, pour revenir sur cette idée d'image manquante ou marquante, c'est vrai que, je pense pour beaucoup, on fait du cinéma, on fabrique des images parce qu'il nous manque aussi des images, des récits, des mots, quoi. Et je pense que dans ce film, le personnage, en fait, moi j'ai essayé de le construire comme si elle était aussi une sorte de fantôme, quoi, absente à elle-même. Parce que justement son travail implique de devoir porter la voix des autres, mais aussi c'est une femme qui est marquée aussi par cette expérience de l'exil et qui a connu des ruptures en fait, donc qui a aussi des images, soit des images marquantes au sens où peut-être des présences dont elle n'arrive pas à se séparer, quoi, des deuils qu'elle n'arrive pas à faire. Il y a un passage aussi dans le film qui raconte ça. Et en même temps, moi, j'avais imaginé qu'en écoutant aussi les récits des autres, qu'à travers ces mots-là, peut-être il y avait des images qui lui revenaient aussi, de sa propre expérience, en fait. Et cette idée-là te vient d'où exactement? Je pense que c'est vraiment très simplement ça, c'est vraiment ce que j'ai
ressenti dans mon enquête, en rencontrant des interprètes, en les regardant travailler. Ouais. C'est ce que j'ai projeté, moi, en fait. Après, j'ai discuté avec certaines personnes. Effectivement, la question ce dilemme, en fait, cette position très, très délicate comme ça, de savoir exactement, pas exactement, mais de comprendre les enjeux, en fait, d'une telle situation, d'avoir une empathie aussi pour la personne qui doit essayer d'élaborer un récit, etc. Et en même temps, d'être aussi à la fois concerné, mais de devoir trouver la bonne distance par rapport à ce qu'il traduit, c'est quelque chose qui revient souvent, en fait. Après, le personnage du film est vraiment un personnage fictionnel, quoi. C'est-à-dire Mm. que il y a quand même de la fiction, en fait, dans ce que je me suis imaginé de cette femme. Est-ce que tu penses que c'est une personne qui, dans dans son passé, finalement, avait, un rapport complexe avec les voix, pour le coup, des autres, mais des autres qui soient des autres proches, c'est-à-dire de son pays, de sa géographie, de son quartier? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Je suppute, hein, pour le coup, parce que ça raconte pas ça dans le film, mais il y a quand même un hors-champ qui est assez fort aussi dans ce film et qui donc nous laisse, pour le coup, imaginer des choses à nous, spectatrices, spectateurs. C'est pour ça que je te posais cette question. Mmh. Hem, Bah, en fait, je pense que, oui, c'est une femme qui, en gros, le scénario, il a été réécrit aussi parce que j'avais rencontré finalement une autre, comédienne, donc Amira Chebli qui est, tunisienne. Et donc, avec mon co-scénariste, Pablo Léridon, il a fallu un peu réfléchir au passé de cette femme et si elle est tunisienne, on n'allait pas, enfin, en fait, dans le film, comme la langue est très les langues sont très importantes, il s'agissait pas de la faire passer pour une, femme syrienne. Donc en fait, on a réfléchi, on s'est dit: «Mais alors peut-être qu'elle peut être tunisienne et peut-être qu'elle a rencontré, un homme syrien, dont elle était amoureuse, qui a disparu, peut-être que c'est une femme tunisienne qui a vécu en Syrie». Enfin, on a essayé de reconstruire un peu une trajectoire par rapport enfin voilà, à cette comédie, à Amira Chebli, quoi. Et effectivement, on ne sait pas grand-chose d'elle, mais, mais moi, oui, je m'étais dit que c'était quand même une femme qui avait fait des choix dans sa vie, en tout cas des choix qui a transgressé quoi, beaucoup de choses dans sa propre vie. Et en fait, moi, je l'avais vraiment imaginée comme une héroïne, quoi, avant même enfin, dans son passé, avant même de la retrouver à l'OFPRA en tant que traductrice, en Mmh. fait. Il y a, quelque chose d'assez étonnant et qui, dès le départ, hein, dès le début du film, nu installe un dispositif filmique qui est passionnant. C'est que tous tes personnages, je trouve, sont, filmés de manière, il y a une équité. Que cela soit le personnage qui est, comment dire, censé, enfin qui c'est pas qu'on n'a pas d'empathie pour ce personnage-là, mais ça représente l'administration, donc ça représente une autorité, ça représente peut-être aussi une autorité qui n'écoute pas, pour le coup. Parfois, on Mmh. a des clichés là-dessus. Donc, et tu as la traductrice, Rim, et puis tu as surtout la personne qui est là pour essayer d'y rester dans ce territoire et qui essaie de se faire comprendre. Mais c'est ça qui est très étrange, c'est que tous ces 3 personnages, à chaque fois, il y a en fait, on a cette sensation que, ils ont vécu, même l'administrateur ou l'administratrice. Donc tu as une manière assez simple de les cadrer, de les capter, en n'insistant pas forcément sur des choses extrêmes, donc sur des gros plans. Et tu les laisses vraiment, je ne sais pas comment tu fais, ça peut être intéressant que tu nous en parles, c'est de la cuisine interne, moi ça m'intéresse beaucoup. Comment faire pour, à l'intérieur d'un cadre, en si peu de temps, réussir à dégager une sensation finalement d'empathie pour les 3. C'est-à-dire que chacun a ses raisons, comme disait l'autre. Mmh. Hem, Bah, alors ça je l'avais la question de l'empathie pour, tous les personnages, en fait, elle était pensée, dès l'écriture, Mmh. dès le scénario. Donc avec Pablo, on s'était dit que vraiment c'était très important de montrer en fait d'abord,
la violence d'un système, quoi. Et de pouvoir parler aussi de souffrance au travail, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est aussi des gens qui travaillent dans une institution. Enfin voilà. Et puis moi, ce que j'avais observé aussi dans mes recherches, c'était vraiment, par exemple, les officières ou les officiers sont parfois des personnes très jeunes qui ont fait qui sortent, enfin je sais pas moi, qui ont fait quelques années d'études, mais voilà, ça c'était un peu les témoignages que j'avais recueillis, quoi. Et puis après, pour le travail à l'image, donc le chef opérateur, c'est Étienne Maumessin. Et en fait, avec Étienne, moi, comme on savait que l'enjeu, c'était de mettre en scène un huis clos et de pouvoir transmettre cette sensation comme ça d'oppression, d'une atmosphère comme ça très anxiogène, où on peut, enfin voilà quoi, vraiment l'interprète au bout d'un moment elle a besoin d'ouvrir la fenêtre parce qu'elle respire plus. Enfin, en fait, c'est comment raconter aussi à quel point ces récits chargent cet espace, quoi. Que c'est pas juste un entretien, que ce qui se joue, c'est vraiment des images aussi qui remontent à la surface, enfin, voilà. Et puis après, l'idée des gros plans, en fait, je l'ai pas théorisé en amont. Moi, il y avait des films comme ça qui m'avaient vachement marqué, notamment La Permanence d'Alice Diop, où il y a vraiment comme ça des paroles, enfin, où vraiment la question de la mise en scène de la parole, elle est centrale, quoi, en fait. Et elle a comme ça ce truc de filmer juste des visages ou de les filmer de dos, en fait. Beaucoup de patients qu'elle filme sont dos à la caméra. Et moi, j'avais envie de les filmer vraiment face caméra, comme ça, très proche, parce qu'il y a aussi cette idée que derrière en fait, du point de vue de l'institution, quoi, derrière ces chiffres, parce que comme ces entretiens sont prédéfinis, etc. Enfin, il y a vraiment, j'avais envie qu'on s'attache ces visages, quoi. Donc la singularité de chaque destin, chaque personne. Voilà, que le cinéma, en fait, que le film puisse déplacer ce regard-là de l'institution qui écrase, en fait, ces gens-là, en fait, qui leur permet pas d'exister intimement dans une singularité, dans une existence qui leur est propre, en fait, puisque la question administrative, c'est toujours, voilà, hein, c'est des statistiques, enfin voilà, il y a des choses que l'administration ne peut pas voir et moi j'avais envie à travers la caméra de les montrer, en fait. Donc c'est ces visages, quoi. Donc pour toi, le cinéma a vraiment et fondamentalement sa place dans ce genre d'endroit? Bah, je pense qu'il doit avoir sa place dans ce genre d'endroit. C'est même plus que, enfin c'est plus que ouais, c'est encore plus important, je pense, non? Non, mais je suis entièrement, moi je pense qu'il a sa place partout, le Oui, cinéma, oui, il a partout. sa place partout. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que aussi par rapport à la question du documentaire, après, je sais pas, c'est un long débat, mais Parce que dans ce genre d'endroit ouais. extrêmement, qui peut être aussi clinique et paradoxalement émouvant, de cette froideur, il y a une émotion. Hem, Parfois, à part certains films comme tu l'as nommé, on a cette sensation que la caméra est plus une caméra de surveillance. Et là, on n'est pas dans la caméra de surveillance, la notion de caméra de surveillance, qui peut être intéressant dans une configuration qui lui est propice. Là, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans une caméra de surveillance. On a l'impression qu'on est plus, comme disait l'autre, vraiment à hauteur des personnages. Et que, même si c'est extrêmement documenté, même s'il peut y avoir peut-être aussi des us comme ça du documentaire, mais ça reste une fiction et c'est peut-être ça aussi qui peut être encore plus transcendant. Le fait que ça soit une fiction dans tous les sens du terme. Et c'est pour ça que je suis, dès le début, je te disais que j'étais très étonné par ce film, parce que ce film, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'indescriptible qui fait que, eh bien,
eh bien, la caméra a vraiment trouvé sa place, sans rentrer dans une forme de surveillance comme on pourrait voir, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre du, oui, du voyeurisme, un peu peut-être, je sais pas et que chaque personnage qui, vient avec son histoire, ses histoires et ben c'est à chaque fois un bout d'histoire qu'on apprend de rime, à chaque Oui. fois et ça, c'est très beau. Peut-être peut-être que moi, ce qui m'importait plus, c'était de montrer ce que l'institution, fait aux gens, plutôt que de montrer le fonctionnement de l'institution en lui-même, en fait. D'accord. Dire Donc la c'est notion c'est vraiment le pouvoir de l'institution sur des enfin voilà, ce pouvoir-là, quoi. Vraiment les rapports de pouvoir, quoi. C'est-à-dire ce que ça génère, en fait, comme souffrance, le poids de l'institution, en fait. Plutôt que d'aller expliquer comment fonctionne l'OFPRA, comment, enfin voilà, juste, après ça, on a une idée à peu près, j'ai l'impression dans le film, quoi. On sait que voilà, c'est des entretiens, on sait que ce qui se joue dans les entretiens et la manière dont les entretiens sont menés, bah, voilà, ça raconte quelque chose de l'institution, enfin, mais d'être plus dans le fait d'éprouver, cet espace-là, ce pouvoir-là sur des gens, en fait, sur des individus, plutôt que d'aller expliquer, d'un point de vue documentaire, voilà, bah, surtout qu'en plus, moi, pour être tout à fait honnête, j'ai pas été à l'OFPRA, en fait. Donc moi, j'ai d'abord été à et d'ailleurs, au début, je stressais un peu, je me disais: «Mais mince, en fait, si j'arrive pas à aller à l'OFPRA, à écouter des entretiens là-bas, heu, alors je pourrais pas faire mon film» et cetera et puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit: «Bah non, parce que, parce que le plus important pour moi, c'est pas d'aller, reproduire, exactement, ce qu'est l'OFPRA et cetera, mais de raconter une vérité, quoi, quand même, dans cet mmh. espace-là, à travers des personnages, quoi et donc j'ai pu aller écouter des récits, par exemple, à la Cour nationale du droit d'asile, et en discutant avec les autres, j'ai réussi à construire le film, en fait. Et quand tu le montes ce film, je suis très enfin très, curieux de savoir comment tu as géré, les moments où il faut couper, où il faut cutter. Parce que c'est ça aussi qui est fascinant dans le film, c'est la cohabitation entre les silences et les voix donc et les mom et quand tu sais qu'il faut couper à ce moment-là, ça dégage un rythme qui est très beau, qui est très dur aussi. Et donc une question un peu ampoulée, comme disait l'autre. Est-ce qu'il y a eu ça a été un montage douloureux douloureux, cette, cette étape-là? Heu, alors il y a eu 2 personnes au montage, heu et alors donc ta question c'était: «Est-ce que c'est douloureux de couper?» ou alors, Est-ce que ça a été douloureux de trouver le timing nécessaire pour pouvoir couper à cet endroit-là, à ce moment-là, pour qu'il y ait un rythme? Parce que le film ne repose que ça, le film repose sur quelqu'un parle, quelqu'un doit traduire, puis ah à un oui, oui, moment, il y a une d'accord, d'accord. Ah émotion, oui, oui, j'ai compris la question. tu vois? Ouais. Ah oui, Non, oui. c'est moi qui n'ai pas été clair, c'est moi qui n'ai pas été clair, je m'en excuse. Non, non, pas du tout. Alors, en fait, moi, parce que je pense aussi quand on écrit un scénario, qu'on tourne un film, en fait, il y a un rythme qui dans notre esprit, il y a une musique, il y a un rythme quand même déjà. On s'imagine des choses. Donc moi, je savais que c'était un film qui allait laisser une grande place au silence. Mais justement, on entend beaucoup mieux les silences quand il y a un certain flux de paroles, en fait. Je sais pas comment dire, mais en fait, c'est en écoutant enfin, voilà. Bon, c'est 2 choses, parole, silence, c'est interdépendant et puis, au plus la parole aussi peut être silencieuse et puis, finalement, les silences peuvent, nous amener à mieux entendre certaines choses ensuite. Enfin, bon, voilà, il y a un truc comme ça dans le film Mmh mh. et après, par rapport au moment précis où on coupe, Heu, moi, j'avais envie que dans chaque, entretien, donc comme c'est un peu des blocs quoi, il y a trois parties, Mmh. heu, en fait, de construire ces blocs aussi, bah, à partir
une dramaturgie, quoi, qui est aussi quelque chose au sein même de ces parties. Et alors, si je me souviens bien, le dernier entretien, par exemple, Oui. En fait, c'est un moment très important parce que c'est le moment où cette interprète, elle est en train de dire quelque chose d'elle-même et en même temps, elle est en train de faire foirer l'entretien de l'autre. Mais enfin voilà, il y a plein de choses qui se jouent. Et après, bah, quand coupé, je pense que on le sent, quoi. Moi, je sais que ce qui va se jouer dans cet entretien, c'est ça. Donc, je sais qu'on va terminer par ça, par le fait que cette femme sort de la pièce en adressant un dernier regard à Rim, en comprenant pas vraiment ce qui vient de se passer. Enfin, mais en même temps, elle a un peu compris. Enfin, je sais qu'on va terminer par ça. Après, le moment exact où on coupe, je pense que ça, c'est un truc d'émotion. C'est comme en montage. Hein. On regarde la séquence et puis on essaie d'arrêter là. Enfin, voilà. Mais l'idée, quand on coupe, c'est de ne pas tuer l'émotion, justement, en fait. Donc, au départ, le montage, il était difficile parce que c'est pas que c'était difficile, mais moi, j'avais une idée très précise du rythme, etc. Et j'avais l'impression que c'était trop cut, justement, en fait, par rapport à ce que je voulais construire. Enfin, voilà, donc. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand même, je pense, en montage. Après, j'ai eu beaucoup de chance parce que le montage, c'est bien passé. Enfin, en tout cas, on a. Ouais, ça a été important, quoi. C'est beaucoup de discussions très, très intéressantes, beaucoup de. Je pense que monter un film à partir voilà, de cet exercice-là, quand même, de monter la parole, c'est très, très riche, quoi. C'est vraiment, je veux dire, dans la collaboration avec le monteur, c'est passionnant, en fait. Est-ce que pour plus tard, parce que je suis persuadé que on n'a pas fini de parler de toi. Est-ce que c'est un cinéma que tu voudrais développer, c'est-à-dire un cinéma très organique, basé sur différentes parties du corps, que cela soit la voix ou le regard, parce que le film finalement se termine sur grâce à la voix, il y a eu aussi possibilité d'un regard, même si c'est très paradoxal ce qu'on voit à la fin, très ambigu. Mais est-ce que c'est un cinéma que tu as envie c'est un aspect du cinéma que tu as envie d'utiliser, développer énormément pour tes histoires en devenir? Bah, moi, j'ai l'impression. Oui, après, on cherche toujours des manières de. Mais oui, je pense qu'il y a des. Certes, voilà, je pense qu'il y a quelque chose de la mise en scène qui m'intéresse dans ce film. Bah après, en fait, on reste très. Enfin, c'est toujours une recherche, en fait. Comment on. Moi, j'aurais du mal à dire c'est ça mon cinéma, je vais faire ça, ou parce que en fait, j'ai l'impression qu'on apprend on apprend de nous-mêmes et de ce qui nous intéresse à chaque fois. Enfin, moi, ouais, voilà. Ouais, je sais pas, mais oui, je pense que je vais essayer de prolonger quelque chose, ça c'est sûr. Après, ouais, je sais pas trop. La suite, je sais pas. Eh ben, c'est une bonne réponse, je ne sais pas. Tant mieux que tu ne saches pas. Ouais. Non, ça aurait été inquiétant. Je rappelle La Voix des autres, film de Fatima Kassi. Le film est disponible sur Arte TV. D'ailleurs, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien, vous cliquez dessus. Et puis, il y a même aussi un court entretien de Fatima de 5 minutes et que je vous invite à regarder. C'était un film que j'avais moi-même découvert à Béjaïa lors de la 19e édition des rencontres cinématographiques de Béjaïa cette année. D'ailleurs, je remercie, salue toute l'équipe des rencontres. Tout le monde se reconnaît. Et c'était du 24 au 29 septembre. Merci beaucoup, Fatima, d'être prêtée à cet exercice. Je sais que c'était pas forcément quelque chose que tu fais comme ça, tranquillement, comme on disait dans les années 80 à la One Again. C'est pas de boomer, je l'avoue. Mais en tout cas, allez voir ce film qui est très étonnant. C'est un mot que j'ai utilisé 4 fois durant cette émission, mais vraiment,
et j'ai hâte de voir tes prochains, en tout cas. Merci beaucoup, Fatima. Merci beaucoup. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be with my three